Chers internautes, bienvenue au rendez-vous Le Point de tous les vendredis sur votre chaîne Citoyen Info TV. Et nous recevons pour vous tous les vendredis pour décrypter l'actualité sociopolitique du Togo et de l'étranger. Firmet Ekouabo, journaliste, chroniqueur politique. Firmet Ekouabo, bonjour. Bonjour Eli Goka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter de décrypter les grands sujets de l'actualité sociopolitique du Togo et de l'étranger avec nous. Firmet Ekouabo, c'est un séminaire gouvernemental et retraite opérationnelle qu'a initié le gouvernement togolais depuis jeudi à Kara. Fonya Singbe est engagé à mettre ses ministres au pas pour la réalisation de ce projet ambitieux qui est le plan national de développement du Togo. Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai lu un journal aujourd'hui qui parlait de coaching. Coaching, c'est une manière en quelque sorte de recycler les ministres. Il faut régulièrement appeler les ministres, leur rappeler leurs responsabilités. Moi, je voudrais voir le problème au niveau de la forme, par exemple. Parce que chacun des ministres sait qu'il a déjà un cahier de charge. Mais comment être ou comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces ministres soient un peu plus efficaces? Je pense que c'est pour cela que Fonya Singbe les a appelés à Kara. Donc, cette rencontre va être bénéfique si et seulement si Fonya Singbe arrive à dire à ses ministres ce qu'il devrait faire par rapport à la population, ce qu'il devrait faire par rapport à la presse. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes tellement intelligent, vous avez un doctorat, vous avez ceci, vous avez telle expérience que vous pouvez être un bon ministre. Non, la politique c'est autre chose. La politique c'est le terrain. La politique a ses exigences, la politique a ses règles. Donc quand il y a, en Afrique, ce que nous constatons, c'est que des gens sont ministres, mais ne savent pas qu'ils sont serviteurs du peuple. La première des choses que moi je voudrais sur laquelle je voudrais que Fonya Singbe insiste, c'est d'amener les ministres à savoir qu'ils sont des serviteurs du peuple. Et c'est une question de conscience. C'est une question de conscience, que les ministres sachent qu'ils sont des serviteurs du peuple, qu'ils ne se prennent, que chaque fois qu'ils ne se mettent pas dans la posture de ministre ou de grand, mais dans la posture de serviteur du peuple, où ils doivent savoir qu'ils sont appelés à être proches de la population, proche de la masse, proche de tous les Togolais. C'est-à-dire, c'est un Togolais, un grand-père peut-être, qui Jack Manga, et veut voir un ministre, ou il vient à Lomé, il demande audience au ministère de l'Agriculture, le ministre se doit de le recevoir. Ils doivent être accessibles. Ils doivent être accessibles. C'est la première condition. C'est ce que moi je souhaiterais que Fonya Singbe dise à ses ministres. Messieurs les ministres, vous savez, vous avez été nommés pour servir la population. Voilà, rendez-vous accessible à la population. Donc, écoutez toute la population. Ce que les gens ont à vous dire, écoutez-les, parce que c'est pour eux. Parce que quand vous n'écoutez pas la population, vous ne savez pas de quoi elles ont besoin. De quoi les Togolais ont besoin, de quoi le peuple a besoin. Vous savez, dans certains pays, par exemple, en France, vous savez ce qui se passe. Au palais de l'Élysée, il y a une cellule qui reçoit quotidiennement les lettres de la population française. Tout le monde, tous ceux-là qui se sentent ou qui sentent le besoin d'écrire au président de la République, d'envoyer un message au président de la République, d'exprimer leur opinion. D'exprimer leur opinion, ils envoient des lettres. Donc la cellule travaille quotidiennement sur ces lettres-là et trie. On les classe selon les urgences. Donc il y a des gens peut-être qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de ceci pour se faire soigner, qui ont une certaine urgence. Ces lettres-là sont prioritairement compilées. Et donc, on fait le résumé de toutes les lettres et on envoie au président. Et il y a un comité qui se charge de les amener au président et le président, et puis le président, s'il y a des gens, le président répond rapidement, on sert ceux-là qu'on doit servir, on répond à ceux-là qu'on doit répondre. Donc il y a une cellule comme ça en France. Maintenant, aux États-Unis aussi, Barack Obama, quand il était là, on a fait un reportage un jour, lui aussi, quotidiennement, il lisait les lettres de ses concitoyens. Parce que, il disait à l'époque, en lisant ces lettres, il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses qui lui restaient à faire. Donc il est là, à la Maison Blanche, mais il ne maîtrise pas tous les États-Unis. Donc, il apprenait même certains besoins à travers ces courriers. Donc, il faut que Fonya Singbe dise à ses ministres, messieurs les ministres, il y a des gens qui ont besoin de vous. Donc, si les gens vous envoient des courriers,
mais répondez au courrier. Et c'est avec ces lettres-là que vous allez savoir que des gens ont besoin de vous, qu'il y a tel besoin dans telle localité, il y a tel besoin dans telle ville, et là maintenant vous allez concevoir des projets visent en tenant bien sûr compte de ces besoins que des gens vous ont exprimés. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Fon Yassingbe dit à ces ministres, messieurs, soyez accessibles aux journalistes. Aux journalistes. Aux journalistes. À la presse. À la presse. Soyez accessibles aux journalistes. En France ou aux États-Unis, tous les matins, les ministres se dispatchent, se distillent sur tous les médias pour expliquer les projets gouvernementaux, ce que le gouvernement a fait, les difficultés qu'il rencontre et ses projets par rapport à l'avenir. Donc les ministres font ça tous les matins, quand vous allez sur CNews, quand vous allez sur France de Télématin, quand vous allez sur Europe 1, BFM TV, vous allez voir des ministres comme ça. Mais là, vous évoquez un sujet très important. Aujourd'hui, les ministres togolais sont difficiles à être accessibles aux journalistes. Quand vous les appelez pour des émissions, pour répondre à des sujets concernant leur département ministériel, c'est avec difficulté que vous arrivez à les avoir. Oui, c'est avec difficulté et c'est ce qui est grave. C'est parce que moi je suppose qu'on ne les avait pas coachés. De par le passé, on n'avait pas organisé de tels séminaires pour leur expliquer de telles choses. Je pense que c'est l'occasion pour le président de la République de leur apprendre, de le leur rappeler, pour dire soyez accessibles à la presse. Parce que tout ce que vous faites, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour la population. Ils doivent appeler la presse, communiquer régulièrement, les ministres doivent venir tous les matins sur les médias. Ah, le ministre de l'Agriculture vient, il dit, ah, par rapport au MIFA, regardez ce que nous avons fait ceci, cela, les difficultés que nous rencontrons. Par rapport au ministre de l'Énergie, il vient et dit, ah, depuis que nous sommes là, nous avons essayé d'électrifier telle localité, à ce niveau il y a des problèmes, mais voilà le résultat, et à l'avenir, dans 2 ans, nous allons électrifier au moins 10 localités. Donc quand les gens entendent ça, les gens se disent, oui, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. L'autre chose, le ministre des Transports, comment on l'appelle, des Travaux publics va dire, vous savez, à l'intérieur, nous avons essayé de construire tel milliers de kilomètres de routes, et les gens vont se dire, ah, donc à l'intérieur, il y a un travail qui se fait. Ce n'est pas seulement dans la capitale qu'on est en train de moderniser les choses. Donc, en faisant ça, vous faites taire les frustrations, vous faites taire les greurs, parce que les gens se disent, le gouvernement ne fait absolument rien. Autant vous communiquez, autant les gens sont apaisés, se disent, ah, oh, ils se démerdent un peu. Donc, que Fon Yassingbe arrive à dire à ces ministres, mais les journalistes sont là pour vous. Vous avez obligation de répondre aux journalistes. Vous avez obligation d'aller dans les émissions. Vous avez obligation de faire des conférences de presse. Vous avez obligation de communiquer avec la presse. Donc qu'on leur dise, c'est des genres de choses. La troisième chose que je voudrais ajouter, qu'on dise à ces ministres qui sont là pour la culture de résultats. La culture de résultats. La culture de résultats. Les ministres doivent savoir qu'on les nomme, c'est pour le gouvernement, pour le président, pour le peuple attend des résultats. Ils doivent savoir ça. Qu'on le dise, ah, vous savez, vous venez avec un plan, au finish, vous présentez un bilan positif ou négatif. Donc les ministres doivent se mettre au travail. Et ils doivent se mettre au travail. Et la dernière chose, la culture de la transparence. Qu'on leur dise que vous êtes là, mais que tout soit transparent. Le ministère, vous ne le gérez pas pour vous. Vous le gérez pour la population, vous le gérez pour le président. Aussi, le président doit savoir qu'il y a des choses qui se font ici. Quand autant il y aura la transparence, autant au moins il y aura la méfiance. Et donc on n'aura plus à parler de la corruption et autre chose. Il y aura une certaine restauration de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il y aura une certaine restauration de confiance. Les gens vont se dire, ah, le ministre n'a pas régulièrement. Voilà, par rapport à tel projet, l'autre fois il était sur un média, sur une radio, sur une télé. Regardez ce qu'ils disent, on leur a remis tel milliard et voici ce qui a été fait. Et donc les gens vont se dire, ah, ça avance, ça avance. Donc on voit qu'avec ça, l'opacité va disparaître. L'opacité va disparaître, il y aura beaucoup plus de transparence. Donc moi je pense que c'est l'initiative du séminaire, c'est une très bonne chose. Si on peut les multiplier, ça va être une bonne chose, ça va profiter au pays. C'est une manière de recycler le gouvernement, que les gens sachent ce pourquoi ils ont été nommés. Et qu'ils sachent qu'ils sont des serviteurs du Togo, des serviteurs de la population. Cela permettra également, ces séminaires, d'évaluer périodiquement le cahier de charge de ces ministres. Bien évidemment. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour cela que je parlais de la culture de résultat. Parce qu'il y a des ministres qui sont là, des fois même la population les oublie. Vous savez, des fois, on a un gouvernement jusqu'à la disparition, la fin à la constitution d'une nouvelle équipe. Il y a plein de milliers de Togolais
qui ne connaissent pas, je dirais même des millions de Togolais, qui ne connaissent pas le nom de tous les ministres. Parce que les ministres ne sont pas visibles. Parce que les gens ne les voient pas sur le terrain. C'est grave pour la République, c'est grave pour la démocratie. Ça veut dire que les ministres ont les noms, ils s'en vont se cacher. Or, à force d'organiser ces séminaires, ça va amener les ministres à être beaucoup plus actifs. Parce que vous allez vous dire, ah, on a fait un séminaire à Kara, peut-être dans 2 ou 3 mois, on sera peut-être à moitié pour un autre séminaire. Qu'est-ce que je vais aller présenter à mon patron Ford Yassingbe? Quand il va m'interpeller sur le sujet, ah monsieur, je vous ai interpellé sur un sujet à Kara, où est-ce que vous en êtes? Donc ça va être, ça va leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs et de travailler, de ne pas seulement rester au bureau et tout ça, ou pour recevoir des audiences, peut-être une famille est venue vous voir. Non, c'est être sur le terrain, se rendre accessible. Quand les gens se déplacent, les journalistes vous appellent, vous décrochez. Quand la population vous appelle, les gens vous envoient des courriers, vous décrochez. Que les ministres sachent aussi qu'ils sont là pour des cas sociaux. Ça, c'est vraiment important. Parce que, des cas sociaux, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont peut-être quitter l'intérieur pour venir les voir, pour dire, monsieur le ministre, peut-être mon enfant n'a pas mangé aujourd'hui. Monsieur le ministre, mon enfant n'est pas a un problème de santé. Monsieur le ministre, je n'arrive pas à payer les frais de scolarité de mes enfants. Ils sont là aussi pour ça. Et s'il y a une ligne budgétaire qui est consacrée à ça, qu'ils débloquent cette ligne-là et que les populations soient satisfaites, je vous dis, le trésor public est là pour les Togolais. Il faut juste de la méthode pour qu'il y ait une gestion beaucoup plus sérieuse, c'est tout. Et pour sans doute stabiliser politiquement le pays et permettre à ce que le PND soit réalisé dans un bon climat, Ford Yassingbe a échangé avec une délégation de la C14 ce mercredi. Fimet Ekouabo, quel peut être le mérite de cette rencontre avec Ford Yassingbe? Pour moi, le mérite, bien sûr, on parle de dialogue au pouvoir-opposition, c'est une très bonne chose. Mais pour moi, à l'heure là, cette rencontre n'avait pas trop d'intérêt dans la mesure où Ford Yassingbe rencontre une C14 qui se détruit, une C14 qui s'effrite, une C14 qui s'entre-déchire, une C14 qui se vide, une C14 au fait qui ne représente plus rien dans la mesure où un des responsables qui dit, c'est vous-même qui l'avez reçu dans une de vos émissions, et vous lui avez posé une question simple et il dit, nous avons un chef d'État nous a donné 30 millions, donc 14 partis politiques, on vous remet 30 millions, vous divisez ça, et puis c'est à peine 2 millions 500, donc ça veut dire que les partis qui composent cette C14 valent 30 millions, qui ne valent absolument rien. Je pense que Ford Yassingbe qui reçoit cette C14, vous voyez que vous pouvez comprendre que Ford Yassingbe en quelque sorte, il voulait se reposer un peu. Donc pour moi, il s'est distrait. Et vous allez le voir dans le communiqué qui a été rendu public, Ford Yassingbe qui appelle la C14 a travaillé à l'enracinement de la démocratie et à la promotion de la paix. C'est comme il se moque, c'est comme ces élèves à qui il donne des leçons. Pour moi, cette rencontre n'a même pas grand intérêt. Et là où c'est triste politiquement, c'est que nous n'avons plus d'opposition au Togo qui puisse faire trembler le régime, qui puisse amener le régime à corriger ses insuffisances, à améliorer ses prestations. Quand le Ford Yassingbe parle encore de démocratie, en 2017, dans une de ses interviews à Jeune Afrique, il avait dit, je n'ai pas de l'opposition togolaise n'a pas, ou je n'ai pas de leçon de démocratie à recevoir de cette opposition, ou l'opposition n'a pas de leçon de démocratie à me donner. Je pense que Ford Yassingbe encore il se moque de ses opposants parce que, et il a raison, parce que politiquement il est en face des gens qui politiquement ne pèsent plus. Fimet Ekouabo, vous semblez désigner ou exprimer cette rencontre en termes d'aveu, d'échec. Mais pour certaines personnes ou certains observateurs, c'est une rencontre qui semble déterminer une nouvelle manière de faire de la politique au Togo. Bon, ceux-là, on peut leur donner raison. Et ça ouvre la voie, peut-être, à des rencontres périodiques entre le président de la République et l'opposition. Et sur ce point, celui-là qui pourrait faire cela, ça, moi je souhaiterais que ça soit le chef de file d'opposition.
le chef de file de l'opposition, l'actuel, bien sûr. À la personne de J.K. À la personne de J.K. Solipio, puisque lui, il est dans une démarche négociationnelle en ce qui concerne l'alternance. Ça lui convient beaucoup plus facilement. Ça lui convient beaucoup plus facilement. Et ce que nous voudrions lui demander ici, dans cette émission, c'est qu'il arrive à réorganiser toute l'opposition. Et que l'opposition parle d'une voix commune. Est-ce que c'est possible dans un Togo où l'opposition est divisée depuis des années 90? Oui, bon, on ne peut pas dire c'est pas possible, on va rester comme ça. On peut proposer ça, il peut l'essayer. Parce que c'est lui le patron de l'opposition. Son prédécesseur, Jean-Pierre Fabre, n'a pas réussi à construire une opposition forte. Il n'a pas construit une opposition d'ensemble pouvant constituer une alternative crédible face au régime. Non. Donc J.K. Solipio a aujourd'hui la responsabilité de construire une opposition qui deviendra une alternative crédible, qui pourrait aider le pouvoir à améliorer ses prestations, à améliorer son système de gouvernance, à corriger ses insuffisances-là. Et là, lorsqu'il le réussira, périodiquement, il initiera une rencontre avec le président de la République. Et peut-être 3 mois ou 4 mois, chaque 4 mois, il ira voir le président de la République avec un certain nombre d'autres partis politiques, des représentants d'autres partis politiques, pour aller discuter avec le président de la République des questions d'intérêt national. Pour dire, monsieur le président, voici le PND, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est bien, mais à ce niveau, on peut améliorer. Monsieur le président, vous construisez telle route, mais ici, vous avez oublié. Monsieur le président, il y a des hôpitaux qui manquent ici, mais le trésor public, on sait que le président, on peut trouver un peu d'argent. Oui, nous avons trouvé des partenaires, peut-être arabes, occidentaux, qui pourraient nous aider aussi. Donc, c'est une manière d'aider le président à faire. Quand le président parle de démocratie, c'est pour dire en réalité qu'il a besoin de l'opposition togolaise pour construire la démocratie. Parce qu'il sait que la démocratie, ce n'est pas lui seul, ce n'est pas une lui qui n'est pas seul de construire la démocratie. Quand on parle de la démocratie, c'est un ensemble, toutes les couches. On a besoin de toutes les couches. Le pouvoir, l'opposition, la société civile, la presse, tout le monde contribue. Et le président indirectement disait que l'opposition ne fait pas d'efforts en matière de l'enracinement de la démocratie et il les appelle à promouvoir ou à travailler en l'enracinement de la démocratie. Donc, pour moi, cette rencontre-là, vous imaginez, quand on demande à... On dit, vous devez aller rencontrer le président de la République. Et dans la délégation, on envoie un Sambiri Targol, qui ne représente rien politiquement. Peut-être il y a plein de millions de Togolais qui ne connaissent pas Sambiri Targol. Dans la délégation, on voit par exemple un Adoko de la CDPA. Dans la délégation, on voit un Komioulou. Des gens, en fait, qui ne représentent rien politiquement, qui ne pourront même pas faire trembler le régime en place. Donc pour moi, la C14 même s'est amusée avec la rencontre. Parce que quand vous allez voir le chef de l'État, mais il fallait, la coordinatrice, elle était où? On disait qu'elle a voyagé peut-être. L'ex-chef de file de l'opposition, il était où? Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Il était où? Quoi qu'on puisse dire. Pour vous, l'absence de ces deux personnalités, de la C14, de la coalition, n'augure pas de l'importance de la rencontre? Exactement, oui. Mais l'homme compte, c'est-à-dire, on m'a dit que ce n'est pas une question d'homme. Mais les personnalités influencent. Les personnalités, le mot du les personnalités influencent fondamentalement. Quand on dit Fonia Singbe, bien sûr, Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui il n'est plus chef de file de l'opposition, mais quand on dit qu'il est de la rencontre, ça va susciter assez de réactions. Ça va susciter assez de remous dans la masse, dans l'opinion. On dit Jean-Pierre Fabre qui va rencontrer Fonia Singbe, ça suscite assez de remous. Quand on va dire Adjamago est dans la délégation, donc même à l'international, au niveau de la CEDEAO, les gens vont dire, ah, voilà, aujourd'hui le chef d'État rencontre son opposition. Mais quand on dit qui est dans la délégation, on dit c'est des gens qui ne représentent rien politiquement, je pense que c'est une rencontre en réalité qui est vide, qui n'a pas trop d'intérêt. Et à ce niveau, je dis, l'opposition togolaise se tue encore et tue l'opposition. Parce que c'était un moment idéal pour présenter ce qu'il y a comme revendication au numéro 1 togolais, dit au président de la République, voici votre projet, voici ce que nous aussi nous portons comme revendication, puisqu'il parle du peuple. Le peuple a besoin de ceci, a besoin de cela. Mais vous voyez que ce sont des gens qui n'ont pas d'ambition politique, qui n'ont pas envie ou qui n'ambitionnent pas un jour gouverner ce pays
le diriger, même plus que le régime qui est en place. Mais Fumer, vous exagérez peut-être quand on sait qu'au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, Félix Houphouët-Boigny, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles a été évoquée. Et on sait très bien que cette question constitue la clé de voûte de la résolution de la crise congolaise. Oui, monsieur Bouka, vous faites bien de parler de tout ça. Cette question, le fait d'aborder cette question, peut-être, au temps chaud de la crise, ça aurait suscité de l'intérêt. Parce que le pouvoir sert aujourd'hui. Le pouvoir se dit peut-être il peut faire ou ne pas faire les réformes aujourd'hui. Il n'y a plus de pression sur le pouvoir. Quand l'opposition dit, la C14, quand vous lisez le communiqué de la C14, un communiqué qui est très gentil, un communiqué qui est très poli, pour moi c'est une première du genre de voir la coalition rédiger de tels communiqués. C'est un communiqué tellement poli que j'ai jamais pu s'agir. En comparaison aux autres communiqués que pondait la coalition. Qui comportait des termes durs. Des termes durs. La lutte populaire, quoi, invincible. Des choses comme ça. Mais je me disais, hier, ces phrases-là étaient où? Oh, la coalition, elle est aujourd'hui, elle s'est vidée de toute sa substance. Donc, le fait d'évoquer les réformes aujourd'hui, ça ne signifie rien. C'est comme on se peut dire. Vous auriez aimé avoir Fonya Simbe rencontrer la coalition beaucoup plus tôt, peut-être en septembre 2017, où la rue Gronder. Exactement, là, Fonya Simbe aurait peut-être fléchi sur les réformes. Et là, vous imaginez, il avait fléchi sur les réformes. C'est quand, vous voyez, la preuve, il avait envoyé un avant-projet de loi à l'Assemblée nationale à l'époque. C'est pour dire, ça allait faire quelque chose. Et si, pendant ce moment, la coalition avait demandé à le rencontrer, mais ça aurait été quelque chose de formidable. Mais à l'époque, la coalition réclamait des discussions sur les conditions du départ de Fonya Simbe. Oui, les conditions du départ, c'est là où la coalition se trompe. Et aujourd'hui, 2 ans après, on sait que la coalition, là, elle ne maîtrise même pas ce qu'elle faisait. On se demande, la coalition qui va chercher à rencontrer Fonya Simbe aujourd'hui, pourquoi le fait-elle aujourd'hui? Du moment où elle avait la possibilité de le faire en septembre 2017, du moment où elle avait la possibilité de le faire en février, peut-être en février 2018, parce que la coalition s'est déplacée, elle est allée à Paris. Elle allait rencontrer Alpha Condé à Paris en 2017, je pense. Oui, en 2017. Alors que celui-là avec qui elle a affaire se trouve à Lomé. La coalition s'est déplacée plusieurs fois à Accra. Pourquoi? C'était pour aller rencontrer le chef d'État, le président ghanéen, alors que le chef d'État qui était concerné est à Lomé. La coalition s'est déplacée à Conakry. Donc la coalition a fait tout ça là. Est-ce qu'elle savait qu'elle pouvait rencontrer Fonya Simbe? Si elle avait insisté à voir Fonya Simbe à l'époque, je pense que beaucoup de questions auraient eu leur réponse et on ne serait pas ici aujourd'hui. Et à l'époque, si on avait parlé des réformes, Fonya Simbe peut-être allait céder en partie. Aujourd'hui, on parle de réformes. C'est comme moi, si je vois Fonya Simbe et je lui dis, Monsieur le Président de la République, vous devez faire les réformes. La réforme ne doit pas être constituée un certain antagonisme pouvoir-opposition. Faites les réformes. Sur ce point, il n'y a aucune pression sur la personne. Nous sommes en politique. Et la pression compte. Et la pression compte. Nous sommes en politique. Et la pression compte. Pour moi, Fonya Simbe s'est juste amusé avec ses opposants. Il s'est juste distrait pour lui. Il voulait s'amuser un peu. C'est comme il voulait prendre 30 minutes de pause et passer à autre chose. Aujourd'hui, les questions de réforme, ça ne dit rien à Fonya Simbe. Et c'est là où moi je dis, c'est grave. C'est grave. Il faut que le président de la République fasse faire les réformes. Parce que... On attend l'Assemblée nationale. Oui, parce que l'Assemblée va reprendre bientôt et tout ça. Mais il faut qu'on fasse les réformes pour tourner cette page-là et se consacrer au PND, aux grands enjeux du pays. Parlant toujours de la coalition, et cette coalition a rencontré le chef de l'État togolais au jour où même démissionnait de la coalition, le parti des Togolais de Nathanaël Olympio. Vous savez, c'est une décision en fait qui ne me surprend pas. Moi, pourquoi? Parce que ces partis qui composaient la coalition ne pouvaient pas s'entendre. C'est plusieurs idéologies réunies. Et c'est plusieurs idéologies, plusieurs courants. Vous savez, quand vous avez plusieurs idéologies, plusieurs courants, et quand il y a une circonstance exceptionnelle qui survient, où il y a une crise, vous pouvez vous regrouper peut-être après 3 mois, vous faites tout pour disloquer le groupe. Parce que vous n'allez jamais vous entendre.
Vous vous rappelez, au lendemain du 31 juillet, moi j'avais sorti une chronique pour appeler à la dissolution de la C14. Parce que quand nous avons lu à l'époque le relevé ou les conclusions, les recommandations de la CEDEAO, quand elle était là. La coalition n'a pas eu de résultat parce qu'il y avait trop d'antagonisme. La coalition n'a pas eu trop de résultats parce que c'était différentes idéologies et il n'y avait pas de discours unique, discours commun. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais, le fait, il est sorti pourquoi? Parce que selon les informations que nous avons, selon ce qui se distille sur les réseaux sociaux, comme il n'était pas d'accord que la coalition aille voir le président de la République. Ah, si ce n'est pas la version qui demande, qui dit c'est le contraire. Dans le communiqué, le parti des Togolais parlait d'une certaine incohérence. Voilà. Vous imaginez? Et plusieurs personnes disent qu'ils n'étaient pas d'accord que la coalition aille voir le président de la République. Qu'il éclaircisse sur ce point, qu'il éclaircisse la masse sur ce point. Pourquoi il a vraiment démissionné? Parce que quand il parle d'incohérence, il y a beaucoup de choses à mettre dans incohérence. Voilà. Regardez, la coalition qui a fait tout ça, qui pouvait chercher à rencontrer Faure Gnassingbé en septembre ou en 2017 ou en 2018 et qui ne l'a pas fait, qui n'a adressé aucune lettre, aucune correspondance à la présidente de la République pour être reçue par le président togolais. Et aujourd'hui, au moment où la coalition s'effrite, on va chercher à voir Faure Gnassingbé. C'est de l'incohérence. N'oubliez pas, le parti des Togolais, quand il a été créé, avec tout ce qui a suivi leurs manifestations, tout ce qu'ils ont eu à organiser, vous voyez en eux des gens cohérents. Et quand Nathaniel Olympio parle, vous voyez en lui quelqu'un de méthodique. Vous voyez en lui quelqu'un de méthodique, quelqu'un de responsable, qui tient des discours responsables. Sauf que c'est le Togo, la masse, le populisme, là en Bobo aussi à un moment donné. Aujourd'hui, c'est comme il est en train de reprendre ses esprits et il se dit il n'a plus sa place là-bas. Fulbert Artisso est sorti, le MCD est sorti, le cas qui n'est pas contre dans sa position, mais on sait que le cas, comme il a toujours été méthodique, le cas fait un pied dedans, un pied dehors, le PNP, on sait que ce n'est plus encore trop ça, le mariage, la lune de miel s'est dissipée. Donc, le parti des Togolais se dit ah, monsieur, moi je suis cohérent dans ma démarche, je ne peux rien avec vous. Quand vous voyez l'ANC et le parti des Togolais, vous voyez, vous comprenez en même temps que c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, le parti des Togolais reprend cet esprit et il se dit on ne peut rien faire de sérieux ensemble, il faut qu'on sorte. Donc pour moi, le parti des Togolais a respecté juste son esprit et je peux dire à l'avenir, il y aura d'autres partis qui vont sortir et bientôt peut-être on va retourner au CAP 2015. Ceux-là qui restent avec l'ANC, la plupart, c'est parce qu'ils n'ont aucune représentation politique sur le terrain. La C14 amenuisée, la T14 presque vide. Et là, c'est des acteurs politiques ou anciens acteurs politiques de cette coalition qui parlent d'une certaine remobilisation. Au sein même de cette coalition, le relevé des conclusions demande à ce qu'il y ait une remobilisation depuis la base pour pouvoir peut-être se remettre dans la rue. Fulbert Artisso, dans une chronique, dans une tribune hier, parlait de l'Algérie en termes de force populaire. Il dit l'Algérie ou l'éloge de la force populaire. Fulbert Artisso estime qu'aujourd'hui, la lutte doit être reconfigurée en mettant au centre de cette lutte le peuple ou les populations. Ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Sauf que c'est que dans les livres. Fulbert Artisso, on voit en lui quelqu'un qui lit beaucoup. Mais Fulbert Artisso, il parle d'une réalité qui n'est que récente. Je parle du cas algérien. Oui. Permettez, M. Boka. Fulbert Artisso, il aime lire et il aime écrire. Et donc quand vous lisez beaucoup, l'esprit des livres vous embourbe. Et vous croyez dans les livres. Vous oubliez que vous êtes dans des réalités. Et vous vous trompez. C'est bien. La rue, vous savez, si vous voulez faire de la politique au Togo, si vous voulez apprendre la politique, allez chez Uni et allez chez le CAR. Je reprends ce que je dis. Si vous voulez apprendre la politique, la science politique, le terrain même, ceux qui ont la machine politique, allez chez Uni, mais ceux qui ont
la méthode d'opposition, de la manière dont on peut conquérir le pouvoir, aller chez le CAR. Le CAR a ce qu'on appelle la méthode. Le CAR dit quoi? La rue, la pression, dialogue, négociation. C'est comme ça, ça se passe. Mais pour Fulbert Artisso, la rue, il n'y a pas de révolution spontanée qui puisse marcher. Toutes les révolutions qui marchent, c'est parce qu'elles ont été préparées. Que Fulbert Artisso le sache. Il me connaît le terrain politique plus que moi. Mais quand il parle du Burkina Faso, le peuple n'a rien fait par rapport au départ de Blaise Compaoré. Le peuple a juste joué un rôle pour compléter ou pour aider l'Occident à mettre en œuvre son plan, c'est tout. Le balai, moi je le dis toujours, j'ai rencontré le balai citoyen qui a dit qu'il n'était pas sorti pour faire Blaise Compaoré, pour faire partie de Blaise Compaoré. Mais c'est que la France, les États-Unis ont décidé que Blaise Compaoré quitte. Et la France a organisé son exfiltration. Donc le peuple a joué un rôle qui n'atteignait même pas peut-être 10%. Le peuple est sorti, mais ce n'est pas le peuple qui a fait partie de Blaise Compaoré. Deuxième chose, quand vous voyez l'Égypte, vous voulez poser une question? Allez-y. Quand vous voyez l'Égypte, mais c'est parce que les Américains ont décidé que comment il s'appelle, Hosni Moubarak quitte. Quand vous voyez Ben Ali, vous voyez le jeune qui s'est immolé le 17 décembre 2010, mais vous voyez que ce sont des choses qui ont été préparées. Tout a été organisé pour que Ben Ali quitte, pour que Hosni Moubarak quitte, et pour que Kadhafi quitte. C'était pour faire partie de Kadhafi que tout cela a été organisé. N'oubliez pas, allez revoir en 2016 les discours, les images de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été ministre de l'Intérieur. Quand il venait dans la Méditerranée, tout ce qu'il disait pour contrôler l'immigration à l'époque. Vous voyez tous les discours. Donc pour fragiliser la Libye. Pour fragiliser la Libye. Il fallait donc déstabiliser politiquement ces pays-là. Pour fragiliser la Libye, il fallait politiquement déstabiliser tous ces pays-là. Au nom d'une certaine démocratie. Au nom d'une certaine démocratie. Regardez, je vais rappeler à Fulbert Artisso ceci. Qu'en 1900, pour ce qui concerne la Libye, quand vous interrogez les Libyens à l'époque, les Libyens n'étaient pas sortis pour faire partie Kadhafi. Que les gens le sachent, qu'on ne trompe pas les Togolais. Les Libyens n'étaient pas sortis pour faire partie Kadhafi. En 1996, Kadhafi avait emprisonné des professeurs, des opposants, des journalistes, des médecins. Et ils n'arrivaient pas à supporter la prison. Et ils ont eu à manifester. Kadhafi a donné l'ordre à ce qu'on tue un certain nombre. Maintenant, quand le truc la révolution du printemps arabe s'est déclenchée, ou a été enclenchée à Tunis, en Tunisie, les Libyens là, ou les parents de ces victimes de 96 sont sortis dans la rue pour manifester, pour demander que lumière soit faite sur l'assassinat de leurs proches parents. Donc quand ils sont sortis, Kadhafi n'a pas vite compris le jeu. Pour lui, c'était de la manipulation de la part de l'Occident. Donc quand cela a commencé comme ça, les Occidentaux sont rentrés dedans et maintenant on a monté des gens pour dire on veut le départ de Kadhafi. Le peuple n'était pas sorti pour faire partie de Kadhafi. Le peuple était sorti pour demander que la lumière soit faite sur l'assassinat de leurs proches parents en 1996. Donc toutes les révolutions dont Fulbert Artisso parle habituellement, ce sont des choses qui ont été montées, des choses qui ont été manipulées, des choses qui ont été préparées. Et des fois, la main de l'Occident est derrière. Maintenant, quand il parle de l'Algérie, et vous parlez, M. Bouka, de l'Algérie, certaines réalités. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Algérie? Parce que les gens sortent. Ça va rien donner. Une chose est sûre. Le président de 82 ans, qui perd au retour presque tous ses sens, il va partir un jour. Et même vous allez suivre ce que sa dernière déclaration. Il dit rester au pouvoir jusqu'à l'élection, la prochaine élection. Ça veut dire qu'il peut encore proroger son mandat. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? C'est parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver de successeur au président Bouteflika. On ne trouve pas encore de successeur au président Bouteflika. N'oubliez pas que Bouteflika a construit un système très puissant. Et dans ce système, il y a l'armée. Dans ce système, il y a sa famille, dont la famille et l'armée discutent. Et dans ce système aussi, il y a la France
N'oubliez pas, l'Algérie a été déstabilisée pendant des années. Et avec l'insécurité dans la zone, avec le Maghreb, l'AQMI et le terrorisme dans la zone, avec ce qui se passe en Libye, on ne voudrait pas que qu'on laisse la rue gagner pour qu'on se retrouve dans les mêmes situations que la Libye. Mais est-ce que le mérite que la rue ou la mobilisation populaire a eu à voir en Algérie, c'est que cela a obligé Bouteflika à renoncer à un 5e mandat? Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, la rue, c'est la pression. Ça, on ne peut jamais le lui retirer. La rue, c'est la pression. Mais la rue ne détermine pas qui doit être au pouvoir. C'est la pression. La rue peut faire la pression. Raphaël disait, la rue ne gouverne pas. La rue ne gouverne pas. Regardez ce qui s'est passé en Égypte avec ce qui s'est passé. Quand l'Occident tout fait pour qu'Hosni Moubarak quitte, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Morsi, on a voulu être un peu plus démocratique. On a fait venir un certain Morsi. Morsi a fait à peine 1 an. On a fait les élections, il est parti. Et maintenant, son successeur est arrivé. Le président Assisi, le général, qui dit, quand lui est arrivé, il dit, mais le peuple égyptien a oublié la démocratie pendant 25 ans. Nous allons travailler, nous allons nous mettre au travail. La rue a fait quoi là-bas? Donc ce que je voudrais dire, la rue peut faire de la pression. La rue peut maintenir certaines pressions. Mais le reste viendra des décideurs politiques. Le reste viendra des décideurs politiques, de la communauté internationale. N'oubliez pas que le cas de la Libye, je le répète, sert de leçon à la communauté internationale. On a laissé la rue. Dans le cafouillage, on a fait partie Kadhafi et on n'arrive pas à gérer dans des pays où on laisse les régimes qui ont trop duré au pouvoir, on les fait quitter. Le lendemain reste toujours difficile. Regardez, l'après Blaise n'a pas été bien préparé par la communauté internationale. C'est pour cela que le système sécuritaire burkinabé est détruit et il faudrait 50 à 100 ans pour le reconstruire. Regardez la Côte d'Ivoire. L'après Oufoué n'a pas été bien préparé. Oufoué est mort sans avoir bien préparé son après, son lendemain. Oui, Fimet Ekouagbo, à vous comprendre pour finir, cette mobilisation populaire que réclame l'opposition doit être encadrée par des négociations. Exactement, sinon vous irez où? Regardez, quel lion n'a pas connu au Togo dans les années 90? Mais regardez comment tous les Togolais s'étaient mobilisés pour accueillir les Gilets sur les pouvoirs. En 1900, dans les années 90. Regardez ce que nous avons eu en 2012. La rue seule ne suffit pas. La rue seule ne suffit pas. Regardez ce qu'on a eu en 2007. Donc les gens sont sortis, mais ça ne suffit pas. Il faut que, à part les négociations, à part la rue, qu'il y ait des coulisses, qu'il y ait des négociations pour rassurer la communauté internationale, pour rassurer le pouvoir qui est en place, pour rassurer toutes les couches. Sinon la rue seule, Fulbert Atisso, moi je dis qu'il est dans les livres, mais sa révolution dont il rêve tant là... il ne parle pas de révolution. Il parle plutôt d'une certaine mobilisation populaire. Donner la force à la population, oui, au peuple. Oui, le peuple a sa force. Et il a toujours mis cette force-là au service de l'opposition. Mais l'opposition n'en a toujours rien fait et l'opposition n'a fait que détruire cette force-là. Regardez ce que nous avons eu en 2017. Qu'est-ce que l'opposition en a fait? L'opposition l'a détruite. Ce que la force-là que le peuple a offerte à l'opposition, la C14 l'a amenuisée, la C14 l'a détruite. On n'en a rien fait. Et oui, il parle encore de quelle mobilisation? Qui va encore accepter sortir? Poursuivre qui? Quelle opposition? Quelle opposition? Ceux-là qui ne savent même pas là où ils vont. Cette opposition, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, Dieu merci, je vous l'ai dit l'autre fois, l'opposition qu'a produite la conférence nationale, elle n'a rien fait, elle a juste contribué à l'enracinement du régime. Elle n'a pas aidé le régime à construire une démocratie véritable. Dieu merci, cette opposition est en train de partir. Prions vivement qu'il y ait une nouvelle opposition qui puisse émerger. Fimet Ekouagbo, nous arrivons presque à la fin de notre décryptage de l'actualité, des grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays. Fimet Ekouagbo, 2020, c'est presque dans quelques mois. La candidature unique reste une question qui divise également l'opposition togolaise. Oui, ça va toujours diviser plus que ce qu'il y a toujours.
intéressée ou la préoccupation majeure de l'opposition togolaise, c'est le fauteuil présidentiel. Et c'est pour cela qu'elle n'arrive toujours pas à avoir le fauteuil présidentiel. On ne vient pas en politique du coup pour être président. On vient en politique parce qu'il y a des problèmes. Et on vient pour apporter des solutions. On peut être maire pour apporter des solutions. On peut être préfet pour apporter des solutions. On peut être député pour apporter des solutions. L'opposition togolaise, elle vient, elle dit, elle veut chasser Yadema, c'est sans ce terme. Elle veut chasser, elle veut faire partie Yadema. Elle n'a jamais réussi à faire partie Yadema. L'opposition togolaise, elle veut aujourd'hui faire partie Fonds Yassibé. Elle n'a jamais réussi à faire partie Fonds Yassibé. Mais il faut savoir que nous n'avons pas une opposition politique. C'est pour cela que la question est toujours là. Et la question là va toujours diviser. Tout le monde veut être président. Il y a assez de candidatures uniques. Il y a assez de candidatures uniques. C'est pour cela que le régime va toujours rester serein. Et je vous ai toujours dit que pour le moment, à l'heure où nous parlons, ou à l'heure où nous adressons à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent, le meilleur parti politique au Togo, c'est UNIR. Le parti politique le plus structuré, avec une machine sérieuse, c'est UNIR. Celui-là qui est bien parti pour gagner en 2020, c'est le candidat de UNIR, c'est Fonds Yassingbe. Il n'y a rien à faire parce que son parti maîtrise tout le pays, son parti a des représentations dans toutes les localités. Et il va gagner comme ça. Ils ont les moyens. Oui, ils ont les moyens, c'est pour ça que je dis. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Et c'est ce qui est grave. Fonds Yassingbe ne peut pas remplir facilement. Parce qu'en face, la force opposition même s'est détruite. Ce n'est personne qui l'a détruite, c'est l'opposition même qui s'est détruite. L'opposition s'est détruite, elle n'a écouté personne. Pendant l'opposition n'a écouté personne. Elle s'est détruite. Histoire de 30 millions, histoire de on va au dialogue, on ne va pas. Histoire de on accepte réforme ou pas. On accepte dans les sénatines, retour à la constitution de conduite. L'opposition s'est détruite comme ça. Et ça a aidé Fonds Yassingbe à se construire une nouvelle personnalité et à se positionner pour les élections de 2020. Merci à vous, Firmin Teko Agbo, d'avoir accepté de décrypter donc ces grands sujets de l'actualité sociopolitique avec nous dans votre émission. Le point que vous pouvez donc visualiser sur la www.citoyeninfo.com ou sur votre chaîne YouTube Citoyen Info TV. Vous pouvez également suivre cette émission sur Écho de Bain. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et prenez très bien soin de vous. Le rendez-vous prochain, c'est donc le vendredi.